Vous savez que ce qui va nous occuper, ça va être un travail sur la didactique des langues, donc sur l'enseignement des langues. Cette année, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet puisqu'on va étudier ensemble des méthodologies d'enseignement des langues à travers des méthodes d'enseignement des langues. Nous verrons comment ces méthodes illustrent des choix didactiques. Quel choix didactique, c'est-à-dire quel référent théorique il y a derrière et comment ça se concrétise à la fois dans le manuel, dans les films, les supports sonores qui sont mis à la disposition des enseignants et des élèves, mais aussi dans le choix des supports eux-mêmes et des stratégies d'organisation des méthodes et des manuels. Ce parcours sera un parcours chronologique qui sera exemplifié par une méthode représentative, à mon sens, de chaque grand courant méthodologique à chaque époque. On commencera par une méthode dite traditionnelle des années 50, et puis petit à petit on passera aux années 60, 70, et vous verrez que ça va s'accélérer en termes de changement de méthode. Je vous propose une petite bibliographie où je vous rappelle les références principales si vous avez besoin d'aller vérifier, par exemple, des termes du jargon qu'on va employer ensemble, puisque ce qui fait qu'on devienne des vrais spécialistes, c'est qu'on commence à jargonner, vous savez bien. Alors, il y a les dictionnaires de Galisson, didactique des langues. Je vous propose aussi quelques ouvrages de synthèse sur la didactique des langues ou la didactique du français langue étrangère. Et puis, 2 ou 3 ouvrages spécifiquement orientés vers les problèmes de méthodologie, de méthode, de manuel, que vous pourriez éventuellement aller consulter si vous en éprouvez le besoin. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est faire un petit rappel, nous rafraîchir un peu la mémoire, nous recadrer dans nos perspectives, y compris terminologiques. Rapidement, au cas où, quand même, ce qu'on appelle didactique, didactique des langues. Bien qu'on ait eu le temps de, je crois, l'éclaircir et l'exemplifier l'an dernier. Donc je vous rappelle que ce qui nous intéresse du point de vue didactique dans l'enseignement des langues, c'est ce travail de préparation des enseignements qui consiste, aussi bien pour l'enseignant que pour le concepteur d'une formation, celui qui va la programmer, qui n'est pas forcément celui qui la réalisera dans les faits, qui consiste à s'informer sur l'état de la connaissance scientifique de référence, je vais revenir sur chacun de ces points par la suite, à y sélectionner ce qui est pertinent, ce qui est enseignable en fonction d'un public donné, et à le transposer dans une pratique pédagogique, c'est-à-dire à le mettre dans un certain ordre mûrement réfléchi et à le présenter sous certaines modalités, avec certains termes notamment, accessibles au public auquel on enseigne. Donc, je récapitule, information scientifique, sélection des contenus utiles et nécessaires, et transposition, c'est-à-dire mise en forme et organisation de ces contenus. Alors, d'abord, pourquoi information scientifique? Et quelle information? On va y revenir. Vos champs scientifiques de référence pour l'enseignement des langues sont le domaine des sciences du langage, de la linguistique, c'est-à-dire avoir une connaissance approfondie de comment fonctionnent les langues et comment fonctionne la langue spécifique que vous enseignez. C'est aussi le champ scientifique de l'anthropologie, qu'on appelle aussi ethnologie, et qui a un intérêt pour nous parce qu'il porte principalement sur les cultures. Or, vous savez que les enseignements de langue sont toujours liés à des enseignements de culture, qu'on appelle traditionnellement des enseignements de civilisation.
Les anthropologues sont parmi nos références scientifiques ceux qui nous aident à bien comprendre comment fonctionnent les cultures et notamment la culture spécifique que vous enseignez. À côté d'eux, un chouïa de sociologie serait pas mal quand même, parce qu'il faut bien qu'on comprenne quelles sont les réalités sociales dans lesquelles vivent les locuteurs de ces langues. Alors ça, c'est une banalité pour vous. Vous avez dans vos cours de langue et civilisation étrangères des cours sur les systèmes politiques, sur la vie économique, sur le monde du travail. Tout cela ayant bien sûr des liens importants avec la langue, à la fois comment la langue les dit, comment la langue y participe, mais aussi comment la langue les subit, les reflète. Et puis de la psychologie. De la psychologie à la fois pour comprendre comment fonctionnent les sujets bilingues ou plurilingues, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui parle plusieurs langues, mais aussi de la psychologie cognitive, comment on apprend, et notamment comment on apprend des langues, mais pas exclusivement. Voilà les champs de référence scientifiques, théoriques. Ce serait une grossière erreur que de s'en limiter à la linguistique ou aux sciences du langage. Parce que ça consisterait à croire qu'une langue, c'est simplement un code, une mécanique, des sons qui se mettent ensemble pour faire des mots, qui se mettent ensemble pour faire des phrases, et qu'il suffit de maîtriser le code pour savoir la parler et s'en servir. Grossière erreur, puisqu'on a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre à quel point la langue, c'est aussi une façon d'exister, une façon d'entrer en relation avec les autres, avec le monde, une façon de s'insérer dans des groupes sociaux, et donc à quel point il faut prendre en compte tous ces aspects existentiels ou identitaires des pratiques langagières. Dans ces champs de référence, quelques conclusions. La première, c'est qu'une langue a deux fonctions principales. Une fonction communicative, c'est-à-dire que c'est un système qui permet de transmettre des informations, des messages, et une fonction sociale ou identitaire, c'est-à-dire qu'elle permet à l'individu, au groupe humain, d'exister, d'entrer en relation, de dire qui il est, qui il n'est pas. Ce qui explique qu'il y ait plusieurs langues sur Terre et pas une seule. Et qu'il y ait des façons individuelles de parler chaque langue. Vous voyez que ça rejoint ce que je disais avant. Cet aspect existentiel, identitaire, social est important et il ne faut pas le négliger. Une langue est un outil de communication, je disais, donc ça veut dire que ça peut se charger de sens et que ça peut produire des significations. Je vous renvoie aux théories de la communication, dont la conclusion principale pour nous est que la communication et la signification se font toujours en contexte. En soi, pour dire les choses très simplement, les mots ont des sens tellement généraux, tellement abstraits, qu'ils sont relativement vides et inefficaces. C'est en contexte, selon qui les utilise, dans quel but, dans quelle situation, que les énoncés produisent des significations concrètes, effectives. Alors vous imaginez tout de suite les retombées qu'il va y avoir dans la façon dont on va présenter des énoncés en langue étrangère pour que les gens les apprennent. Nécessité de les mettre en situation de communication. Ça veut dire aussi que la langue, pour faire du sens, propose une interprétation du monde. Ce qui signifie que chaque langue propose une interprétation différente du monde. Et qu'apprendre une langue étrangère, ça consiste à apprendre à voir le monde autrement. Sinon, on fait du calque. Et vous savez comme moi que parler une autre langue en la calquant sur une langue, ça produit des énoncés qui sont parfois rigolos, souvent incompréhensibles, dans tous les cas complètement à côté. C'est pas comme ça qu'on parle une autre langue. Ce qui nous renvoie, bien sûr, à cette fonction sociale, différentielle de la langue. À chaque langue, il y a une vision du monde,
relative bien sûr, hein, il n'y a pas une différence absolue, ça reste quand même des langues parlées par des humains qui ont des points communs, mais quand même, chaque langue propose un regard sur le monde un peu différent, une façon différente d'interpréter, de découper le réel, et ça s'actualise en une culture, ce qu'on appelle les phénomènes culturels, les pratiques, les rituels culturels, sont liés à ces spécificités propres à chaque communauté linguistique. Alors ça ouvre toutes sortes de pistes en didactique des langues, vous le savez bien, ça pose un énorme problème en termes de traduction, bien sûr, parce que ça signifie que passer à une autre langue, c'est réinterpréter les phénomènes. Ça pose toutes sortes de problèmes en termes d'apprentissage des rituels de communication. Pour pouvoir parler avec les gens, encore faut-il savoir ce qu'il faut faire pour qu'ils veuillent bien parler avec vous. Et la langue est prise dans ces rituels de communication. Il y a des façons d'entrer en communication, de maintenir, et puis de clore provisoirement une situation de communication. Et là, on est à la fois dans le culturel et dans le linguistique communicatif. Enfin, ça veut dire aussi que quand on apprend une langue, d'une certaine façon, on commence à appartenir à un nouveau groupe culturel, à un nouvel ensemble de personnes qui ont des connivences et que vous commencez à les partager. Ce qui veut dire aussi que ça va relativiser, mettre en question votre culture et votre langue d'origine. Et c'est pas forcément facile à vivre. Ça peut créer toutes sortes de blocages. Blocages que vous connaissez bien, surtout chez les apprenants débutants, qui bloquent dans l'apprentissage de l'autre langue, non pas parce qu'ils ont des difficultés à prononcer des i longs ou des i courts, non pas parce que la grammaire en question leur pose des problèmes, mais surtout parce que ça nécessite une profonde modification de ces certitudes et que on freine, on dit oh là là, c'est bizarre cette histoire-là. Pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça, ces gens-là? Pourquoi ils disent ça comme ça, ces gens-là? Et on en arrive évidemment à des situations de blocage où on pense qu'ils ont tort parce que j'ai raison de parler comme je parle. Et il y a donc ici le passage au problème pédagogique, relationnel. Comment est-ce qu'on va amener les gens progressivement, doucement, à accepter cette remise en question, à accepter cette fragilisation pour mieux reconstruire quelque chose. Et là, on a aussi tiré une conclusion. La conclusion, c'est que un bilingue n'est pas un double monolingue, qu'un biculturel n'est pas un double monoculturel, c'est-à-dire que celui qui pénètre dans une nouvelle langue, dans une nouvelle culture, continue quand même à appartenir à la langue, ou aux langues au pluriel, à la culture ou aux langues, aux cultures auxquelles il appartenait précédemment. Que ça forme un tout pour lui, une palette linguistique de ressources communicatives, une palette culturelle de pratiques de la vie quotidienne, de relations aux autres, et que fatalement, ça va créer des interférences. Mais le terme ne doit pas être négatif. Au contraire, ces interférences, c'est un enrichissement de ces ressources. Conclusion didactique aussitôt. D'une part, l'apprentissage d'une langue et d'une culture doit consister aussi à mettre en valeur la langue et la culture d'origine, à les faire intervenir explicitement et non pas au contraire à essayer de les gommer, de les oublier, de faire comme s'il n'y avait rien eu avant. Mais, mieux encore, à accepter comme étant des signes positifs de réel apprentissage les interférences qui vont se produire. Parce que s'il n'y a pas d'interférence, si j'apprends une langue et que je ne mélange pas sa prononciation avec celle d'une ou d'autres langues que je parlais avant, il y a une seule réalité cachée là-dessous, c'est que je suis en train de ne rien apprendre, parce que je ne la parle pas, parce que je ne fais rien, parce que je ferme les écoutilles. Dès que je me lance dans une autre langue, fatalement je fais des liens avec celle que j'avais avant. Dans la prononciation, dans la structure, mais aussi dans les modes de communication, dans les représentations culturelles qui y sont liées. Conclusion
Complémentaire, ça veut dire que pour nous, l'objectif, le modèle, c'est pas le monolingue. Le but, c'est pas l'assimilation totale à la langue et à la culture cible, parce que ça, c'est pas possible, c'est un fantasme, et puis idéologiquement, c'est suspect. Le but, c'est l'intégration d'une nouvelle langue et d'une nouvelle culture dans les ressources que la personne a déjà. Une vraie intégration, c'est-à-dire une mise en relation, une combinaison. Pour dire les choses très simplement, le but, c'est pas de singer le monolingue, le but, c'est d'être un vrai bilingue. Et pourquoi ne pas singer le monolingue? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas possible. Un bilingue, ça pourra jamais fonctionner comme un monolingue. Deuxièmement, parce qu'il n'y a aucune raison d'ériger les monolingues en exemple. Le monolingue sur Terre est une exception. Un être humain, c'est fait pour parler plusieurs langues. Et l'immense majorité des êtres humains parlent plusieurs langues. Les monolingues sont les produits de certaines sociétés, de certaines histoires spécifiques qui ont tout fait pour qu'ils le soient. Il n'y a pas de raison qu'on les érige en modèle. À la rigueur, on devrait au contraire les plaindre. Je caricature un peu. En disant les pauvres, ils n'ont pas de chance, eux, ils n'ont qu'une seule langue, ils sont handicapés linguistiques. Au lieu d'avoir deux yeux, ils en ont qu'un. Au lieu d'avoir deux jambes, ils en ont qu'une. Au lieu d'avoir la stéréo, ils ont mono. Et c'est moins bien, c'est moins efficace, c'est moins pratique. Alors, je caricature évidemment en disant ça, mais je crois qu'il faut le placer dans cet ordre de priorité-là, dans cette perspective-là. Ça veut donc dire que dans les méthodes de langue, il va falloir qu'on intègre, aussi bien dans nos objectifs, dans nos exigences, de viser du vrai bilinguisme et pas du faux monolinguisme, d'intégrer toutes les pratiques normales d'un bilingue. Et les pratiques normales d'un bilingue, c'est du mélange de langues, de l'alternance de langues, et c'est dans cette perspective-là qu'on va poser les degrés d'exigence. Jusqu'à quand est-ce que ces choses sont gênantes, et donc elles doivent être travaillées, on doit y remédier, ou au contraire, à partir de quand on les considère comme une vraie ressource dans une situation de communication, et on doit les encourager. C'est là qu'on va réfléchir aux objectifs de l'enseignement. Et c'est pas, je suis locuteur natif monolingue, vous allez tous parler comme moi. Parce que c'est pas le but. Ils peuvent pas, et je vois pas en quoi je serais un exemple. Donc, vous voyez qu'on arrive déjà à une mise en perspective du travail avec un certain nombre d'acquis. Pour ce qui est des méthodologies et des méthodes, là aussi, on a besoin d'un peu d'éclaircissement terminologique et de savoir où on en est. Alors, tout comme on s'est donné une définition de ce que c'est que la didactique, connaissance, sélection, transposition, parce qu'on ne peut pas tout enseigner dans n'importe quel ordre, n'importe comment, on va se donner une définition de méthodologie et de méthode. On appellera entre nous, mais on ne sera pas les seuls, vous inquiétez pas, une méthodologie d'enseignement des langues, en ce qui nous concerne, l'ensemble de principes fondamentaux qu'on va mettre en œuvre à travers une méthode. Ce sont donc à la fois des principes didactiques et des principes pédagogiques. Et donc on appellera méthode l'outil constitué souvent, mais pas toujours, d'un manuel, souvent aussi, mais pas toujours, d'un enregistrement, des dialogues enregistrés, des textes enregistrés, éventuellement des supports visuels. Vous verrez qu'il y a plusieurs époques là-dedans, les films fixes, films vidéo. Aujourd'hui, on commence même à avoir des méthodes qui utilisent du CD pour transporter les images. Souvent aussi, et pour nous c'est important parce qu'on se place quand même du côté de l'enseignant, de ce qu'on appelle traditionnellement le livre du maître. Alors le livre du maître, c'est l'ensemble des indications que donnent les auteurs aux enseignants. Alors parfois ça se réduit à 3 pages, parfois c'est un bouquin de 200 pages, où sont explicités les choix théoriques, les choix méthodologiques, les niveaux d'exigence qui sont visés,
Et puis ça peut aller jusqu'à mâcher complètement le travail, à vous dire comment utiliser la méthode, voire, j'en ai vu, à dire à l'enseignant, voilà, leçon 1, unité 1, vous entrez dans la salle, vous allumez le projecteur, vous faites écouter le premier dialogue, vous montrez la deuxième image, etc., etc. Il y en a, hein, des comme ça, je plaisante pas. Ça devient un véritable manuel de répétition de l'enseignement. Donc le livre du maître, il joue un rôle important, y compris parfois un rôle superflu, voire gênant, la preuve. Mais en tout cas, ça fait partie des supports qui constituent une méthode. Bon, de façon annexe, il peut y avoir d'autres types de supports. Hein. On peut rencontrer éventuellement des programmes informatiques pour aller travailler certains points particuliers. Par exemple, des programmes d'exercice de lecture, d'écriture, j'en ai vu, je me rappelle, en espagnol, des programmes qui consistent à essayer d'amener les gens à deviner des sens dans des énoncés. Donc vous pouvez avoir d'autres types de supports. Hein. Tout ça, ça constituera ce qu'on appelle la méthode. Donc manuel, le livre, méthode, l'ensemble des outils, méthodologie, les principes qui sous-tendent l'utilisation des outils. Ces principes sont didactiques puisqu'il y a des choix de contenu qui ont été faits, des choix de programmation. Quand on prend la table des matières d'une méthode, on voit assez clairement qu'il y a des choix méthodologiques différents, mais aussi des choix pédagogiques. Par exemple, à quel canal de perception on va s'adresser chez les apprenants de langue? Est-ce qu'on va privilégier le visuel, l'auditif, les deux en même temps, ou au contraire les dissocier? Est-ce qu'il est prévu de les faire bouger, de travailler la gestuelle, ou pas? Voilà, ça va être du choix pédagogique. Hein. Est-ce qu'on va faire écouter avant d'expliquer, expliquer avant de faire écouter? Là, on est dans le faire apprendre. Comment on va faire apprendre? Qu'est-ce qui nous semble être les meilleures conditions pour que l'apprentissage se réalise effectivement? Et ça aussi, évidemment, la méthode en est porteuse puisqu'elle présente certains éléments d'une certaine façon dans un certain ordre. Méthodologie, méthode, manuel et autres outils. Et puis vous le voyez, autre distinction terminologique qui est importante, c'est enseigner, apprendre. On s'est donné, et on va la garder, comme distinction qu'on emploiera le terme enseigner exclusivement pour le travail de l'enseignant. Oui, ça je sais, ça a l'air d'aller de soi. Mais surtout qu'on emploiera le verbe apprendre exclusivement pour le travail de l'apprenant, de l'élève. Et ça va pas de soi. Puisque vous savez qu'en français, le verbe apprendre a aussi le sens d'enseigner. On va le bannir, ce sens-là, pour qu'on essaye d'être clair. L'enseignant enseigne, l'élève apprend. Donc on parle d'enseignement ou d'apprentissage. Une méthode, c'est une méthode d'enseignement, puisqu'elle est conçue du point de vue de l'enseignant, avec pour objectif de faire apprendre, puisque son objet, c'est l'apprentissage réalisé par l'élève, l'acquisition des compétences. En l'occurrence, pour nous, des compétences en langue, notamment des compétences à communiquer en langue. Et là-dessous, vous voyez se retrouver la distinction, comme ça j'aurais bouclé ma boucle, didactique, pédagogie. La didactique est du côté de l'enseignement, c'est-à-dire de la conception et de la conceptualisation des contenus. La pédagogie est du côté de l'apprentissage, c'est-à-dire de la mise en situation d'apprendre. Qu'est-ce qui fait que les gens vont apprendre ou au contraire, qu'est-ce que je pourrais faire mal qui font qu'ils ne vont pas être en situation d'apprendre? Alors, dernier point là-dessus me semble important. On va toujours prendre comme cas de figure qu'on s'adresse à des débutants, c'est-à-dire des gens qui sont en phase initiale, difficile, d'un apprentissage tout neuf pour eux. Et donc on a besoin de mobiliser énormément de ressources, d'être très attentif, d'avoir bien préparé. Parce que si on prenait comme exemple des gens qui sont déjà bien avancés dans leur apprentissage, en général ça roule bien. Hein. Ils ont déjà acquis toutes les structures de base, ils ont compris comment fonctionne la méthode, souvent ils ont acquis les automatismes pédagogiques, ils savent ce qu'on va leur demander, ils sont déjà prêts à y répondre. Enfin, vous avez connu ça quand vous avez appris les langues. Hein. Évidemment, pour eux, les difficultés sont bien moindres, et donc du point de vue de l'enseignant, il y a beaucoup moins de choses à préparer, beaucoup moins de questions à se poser, beaucoup moins de difficultés à résoudre. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui sont en situation de découverte et donc de difficulté.
de ce point de vue, on ne réduira pas le public qu'on va imaginer, et d'ailleurs auquel les méthodes s'adressent, aux enfants. Je sais que on a tendance à penser souvent enseignement des langues égale langue vivante 1 au collège, ou langue vivante 2, langue vivante 3 au lycée, voire initiation à l'école primaire. Ça commence à se faire, ça balbutie, mais ça commence à se faire. Il faut aussi qu'on imagine que l'apprentissage des langues, ça se réalise par des adultes, qu'il y a dans le monde, autour de nous, des tas d'adultes qui, à parfois un âge relativement avancé, sont mis en situation d'avoir besoin d'apprendre une langue. Et que bien évidemment, à la fois parce qu'ils n'ont pas le même vécu, mais aussi parce qu'on ne peut pas avoir le même mode de relation avec eux, il va falloir adapter des choix didactiques et des choix pédagogiques. On ne parle pas à un médecin de 50 ans qui vient apprendre le français langue étrangère parce qu'il est réfugié politique, de la même façon qu'à un gamin de 11 ans en 6e, qui l'apprend parce qu'il n'a pas le choix de faire autrement, et qui, à côté de ça, n'a pas vraiment un besoin vital d'apprendre la langue. Et puis qui, après tout, n'a peut-être jamais eu besoin et n'a jamais appris d'autres langues. Si vous avez affaire à un adulte, la situation est tout à fait différente. Il faudra l'imaginer aussi. Ça se pratique beaucoup, l'enseignement aux adultes. Ça serait dommage qu'on l'oublie. Il est souvent très intéressant. Il est souvent très formateur parce que les gamins, quand l'enseignant foire, ils disent trop rien. Hein. Ils s'osent pas trop. C'est pas grave. Puis après tout, nous sommes quand même très nombreux à être sortis du collège en n'étant pas capables de communiquer dans la langue qu'on était censé nous avoir apprise. Par contre, avec des adultes, vous ne pouvez pas vous permettre, hein, si ça marche pas, si vous foirez, s'ils apprennent pas, ils vous le disent. Ils ont raison d'ailleurs, parce qu'ils peuvent se le permettre, et vous disent non mais ça va pas là, moi je comprends rien, j'apprends rien, je m'ennuie, je viens plus. Ah, vous êtes obligé de vous remettre en question. Et c'est pas mal de se dire, bon, les adultes, il va falloir que je fasse gaffe. Ils vont être exigeants et ils ont raison de l'être. Donc, les enfants bien sûr, mais aussi les adultes, et toujours des gens exigeants en situation initiale d'apprentissage, donc en situation pas facile d'apprentissage, pour qu'on ait des exigences, nous, du point de vue du professionnel de l'enseignement, des exigences qui soient suffisamment élevées. Bon, je dis ça, on tend vers, hein, on fait ce qu'on peut pour essayer de faire de son mieux. Le miracle de la perfection et de la réussite totale dans l'enseignement, ou dans quoi que ce soit d'ailleurs, j'y crois pas beaucoup, vous savez bien que ça tient à des tas de paramètres qu'on maîtrise pas tous. Mais enfin, on va essayer de se mettre dans la situation idéale où nous sommes des professionnels consciencieux qui essayons de faire le mieux notre travail pour que les gens partent de nos cours de langue en ayant effectivement appris à communiquer de telle sorte que ça réponde à leurs objectifs. Voilà le cas de figure dans lequel on va s'insérer. La situation idéale pour l'enseignement des langues, c'est que le prof ne soit pas le locuteur natif, comme on dit. Contrairement à une idée très répandue. Qu'il ne soit pas un locuteur natif, c'est-à-dire qu'il ait lui aussi appris la langue que maintenant il enseigne, comme une langue dite étrangère. Langue autre, comme nous avions préféré les appeler l'an dernier. Parce que il sait de quoi on a besoin, il est passé par là. Il est dans la même situation, mais bien plus avancée, que celle de ses élèves, que celle de ses apprenants. Et il est donc beaucoup plus apte à prévoir les difficultés, à trouver les remédiations, à comprendre les erreurs et les réussites. La pire des situations, c'est bien sûr l'enseignant qui est locuteur natif, mais qui en plus est monolingue. C'est-à-dire qui, lui, n'a jamais été mis en situation d'apprendre une langue étrangère, qui ne parle pas, qui ne connaît pas la langue des gens qui viennent apprendre avec lui, et donc il ne peut même pas mesurer, envisager les écarts possibles, les points d'achoppement et au contraire les ressources, c'est-à-dire les différences et les similarités entre les langues ou entre les cultures. Alors ça, c'est vraiment la situation la plus catastrophique qu'on puisse imaginer. Et je suis désolé de constater que dans les faits, c'est hélas une situation qui est très répandue, parce qu'on a ce fantasme socialement répandu qu'il va falloir qu'il parle comme un monolingue, que le but du bilingue c'est d'être un pseudo-monolingue, donc on leur met un vrai monolingue en face pour qu'il fasse comme le vrai monolingue. Mais là on est à côté, je crois, très nettement. Donc là aussi on va se mettre dans le cas de figure, mais c'est le vôtre, puisque vous êtes des spécialistes de langue dite étrangère, langue vivante étrangère, on va se mettre dans ce cas de figure-là, c'est un bon cas de figure, où pour la plupart d'entre vous, votre langue de spécialité ici,
c'est une langue qui n'est pas votre langue première, qui n'est pas votre langue native, votre langue base. Et dernière remarque, donc, c'est lié. Vous voyez qu'on continue à prendre comme exemple cette année le français langue étrangère. Alors que pour votre immense majorité ici, vous n'êtes pas spécialiste de l'enseignement du français, ni même du français tout court, ni même du français comme langue étrangère. Alors, il faut donc continuer à justifier ce choix. Il y a d'abord une raison tout à fait matérielle, c'est que, puisque vous êtes des spécialistes de langues différentes, il faut bien qu'on trouve une langue commune à tous, et la seule dont on est sûr qu'elle nous est commune à tous, parce que c'est celle dans laquelle on fait le cours, c'est le français. On aurait très bien pu faire un cours de didactique de l'espagnol langue étrangère ou du breton langue étrangère. Seulement, je ne suis pas sûr que les exemples auraient été parlants pour tout le monde. Donc, on a continué à choisir le français. Mais ce n'est pas seulement pour une raison matérielle, c'est parce que justement, le français est pour votre immense majorité ici, même s'il y a sans doute un grand bilinguisme, voire un plurilinguisme présent dans cet amphi, c'est la langue acquise en premier, intuitivement, sans distance, sans raisonnement particulier, et que justement ça vous met en situation d'être obligé de vous distancier par rapport à une langue sur laquelle, a priori, vous ne vous posez pas de questions. Elle vous paraît aller de soi. Même chose pour la culture qui va avec. Parce que du coup, vous la connaissez bien, donc vous savez par exemple que dans cette langue, il y a des variations possibles, qu'il y a des tas de façons de parler la langue. Vous les pratiquez tous les jours. Si vous me posez une question là juste après, vous n'allez pas la poser dans la même variété de langue que si en sortant vous sortiez puis vous disiez à quelqu'un qui était assis à côté de vous « Attends, j'ai rien pigé à ce qu'il a dit à ce moment-là, qu'est-ce que c'est son truc ?» Il y a peu de chances que vous me posiez la question comme moi. C'est normal parce que vous adaptez la langue aux situations de communication. Ça, vous le savez, vous avez cette ressource, donc vous pouvez bien comprendre en même temps toute la richesse qu'il y a dans la langue. Si je vous le fais faire en anglais, en espagnol ou que sais-je encore, en italien, ben vous n'êtes peut-être pas suffisamment avancé, certains d'entre vous, et moi à coup sûr, pour pouvoir imaginer tout ce qu'on pourrait avoir comme ressources dans la langue en question. Quand on l'apprend de l'extérieur, on n'en connaît qu'une toute petite partie au début qui grandit doucement, doucement. Donc vous voyez que le français et langue étrangère, ça continue à être un bon exemple pour notre travail. Il vous reste à transposer. Vous, les méthodes, les méthodologies, les principes généraux qu'on va définir, qu'on va observer, qu'on va analyser, à l'enseignement de vos propres langues et civilisations de spécialité. C'est pas très difficile en ce sens où ce qu'on va aborder, ce sont vraiment des principes méthodologiques de fond, et qu'ils sont les mêmes, quelles que soient les langues. Simplement, il faut les actualiser dans la langue en question. Je veux dire, l'idée par exemple qu'on va mettre la langue en situation de communication de la vie quotidienne pour la faire découvrir, et non pas faire lire un extrait de texte littéraire, cette idée-là, elle est transposable à n'importe quelle langue. Et la structure linguistique en question, ça reste un détail. Qu'on ait besoin de faire entendre la langue avant de la faire lire, c'est un principe méthodologique de base accepté par tout le monde aujourd'hui, parce qu'on vise d'abord l'oral, secondairement l'écrit, puis parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'interférence de l'écrit sur l'oral, c'est valable pour n'importe quelle langue. Donc la transposition ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Alors c'est vrai qu'il va y avoir parfois des particularités, parce qu'il y a des traditions propres à certaines langues, pour des raisons historiques, sociales, théoriques aussi, mais un peu moins. On a beaucoup enseigné le français sous une version langue normative, grammaticale, parce que le français a une vieille histoire de rapport à la norme. On enseigne par contre depuis très longtemps l'italien sous une version beaucoup plus décontractée, beaucoup plus ouverte à la variété, parce qu'il y a une vieille tradition de la diversité linguistique autour de la langue italienne. On enseigne l'anglais d'une façon souvent plus instrumentale, moins littéraire, parce que là aussi il y a une situation sociale, économique, politique de la diffusion de l'anglais qui porte à une utilisation de l'anglais instrumentalisé et pas forcément à l'anglais langue de culture, ce qui est dommage d'ailleurs d'une certaine façon. Donc il peut y avoir des différences, mais cela étant dit, les principes de fond, eux, sont directement transposables. Si vous comparez une méthode d'enseignement de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, du russe et du français, langue étrangère, à une même époque, avec les mêmes principes méthodologiques, vous verrez que vous retrouvez les mêmes outils, conçus de la même façon, présentés à peu près de la même façon. Sur le fond, j'entends. Donc voilà comment on va travailler. Ça provoque chez vous des remarques, des réactions, des questions. Oui, s'il vous plaît, il y a une question.
J'aimerais qu'on l'écoute tous ensemble. J'amplifie. Il me dit, vous avez dit tout à l'heure qu'il vaut mieux que l'enseignant n'enseigne pas sa langue base à lui, hein, sa langue première, sa langue maternelle, comme on dit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il ait la même que ses élèves? S'il a la même que ses élèves, ça va être une ressource fabuleuse, bien sûr, parce qu'il va pouvoir très facilement comprendre tous les problèmes qu'ils vont rencontrer et éventuellement, pour ceux qui acceptent ça en termes de méthodologie, parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, avoir recours à leur langue pour leur expliquer des choses. C'est-à-dire passer par ce qu'on appelle une méthode indirecte. Le défaut, évidemment, c'est que ça va manquer de diversité dans les ressources et dans les questionnements et dans les pratiques. S'il a des élèves qui parlent des langues qu'il ne connaît pas, mais qu'au moins lui a déjà été dans la même situation qu'eux, même s'il n'a pas la connaissance précise, technique des décalages, il a au moins une connaissance, en tout cas un vécu, de la situation dans laquelle il se trouve. Ce qui l'aide à anticiper, à préparer, à mettre en place. Mais ça n'empêche pas, je crois que là ça fait partie du vrai boulot de préparation de l'enseignant, de se renseigner sur les langues qu'il parle, d'essayer d'aller se renseigner sur comment elles marchent ces langues-là, voire de leur demander de nous en présenter des morceaux. Vous savez, hein, c'est les rituels d'échange classiques. En début de méthode, on apprend à se dire bonjour, salut, comment ça va? De leur demander de nous l'apprendre aussi dans leur langue à eux. Parce qu'il faut qu'on ait un minimum de connaissances de sur quoi est-ce qu'ils vont construire pour les aider à construire. Donc de toute façon, il va falloir qu'ils se renseignent là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir qu'ils sachent parler les 13 langues présentes dans la salle, mais qu'ils sachent un peu quelle langue c'est, à quoi elle ressemble et comment elle fonctionne. Ah oui, je sais, c'est du travail, mais c'est très intéressant, vous savez. Bon, à la semaine prochaine.